Du 31 mai au 23 juin 2022, s'est tenu le Printemps des Solidarités, organisé par la métropole de Lyon. Cet événement, proposé dans le cadre de la construction du projet métropolitain des solidarités 2023-2027, a permis à plus de 1200 professionnels de différents horizons d'échanger autour d'un cycle de conférences, de tables rondes et de visites de lieux inspirants sur notre territoire. Bienvenue dans ce podcast, replay de la première table ronde sur l'hospitalité et l'urbanisme transitoire qui a eu lieu le 9 juin au Château, situé sur le site d'une ancienne résidence pour personnes âgées rue Château-Gaillard à Villeurbanne. Lors de cette table ronde, les différents intervenants sont revenus sur la façon dont l'urbanisme temporaire peut être au service des politiques d'hospitalité. Ils ont alors évoqué différents projets mêlant accompagnement social, insertion professionnelle et ouverture sur le territoire d'accueil. Bienvenue à vous pour cette table ronde sur l'hospitalité et l'urbanisme transitoire. Merci d'être venus jusqu'ici au Château Gaillard qui nous accueille et qu'on remercie chaleureusement. Donc cet événement s'inscrit dans le Printemps des Solidarités qui est un événement organisé par la métropole de Lyon. On a 40 événements, des conférences, des tables rondes et des visites sur lesquelles on vous invite à venir parce que c'est passionnant et c'est autour des lieux inspirants, des projets innovants du territoire. On a aussi des projections. Voilà, Debout les femmes d'ailleurs qu'on va projeter, il me semble, la semaine prochaine, non ? Et voilà, et donc du coup, tous ces événements sont organisés à l'aide des agents de la métropole, mais de la mobilisation aussi des acteurs associatifs, qu'on remercie également. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique de l'hospitalité, qui constituera un axe structurant du prochain projet métropolitain des solidarités, sur lequel la métropole est en train de travailler avec ses partenaires. C'est donc en fait la feuille de route pour les 5 prochaines années, dans le domaine des solidarités. On veut que ce soit une feuille de route transversale et qui mette en avant des nouveaux enjeux en termes de solidarité et des nouveaux modes d'action aussi. On va s'intéresser aux modes de faire du travail social pour qu'on puisse renouveler les pratiques et qu'on puisse aller faire davantage d'aller vers, même pour les institutions, de pouvoir faire des actions collectives hors les murs. Et renouer peut-être avec l'esprit initial du travail social, comment on fait du lien, notamment dans certains quartiers déshérités de la métropole. Donc je vous souhaite bienvenue à nos intervenants et je vous remercie d'avoir accepté de venir animer cette table ronde. Et je remercie aussi tout particulièrement notre vice-président Renaud Père d'être venu animer, introduire cette table ronde, et à Martine Chanal, ici présente aussi, qui a accepté d'animer cette table ronde. Je vous souhaite une belle table ronde et qu'elle vous apporte beaucoup d'idées inspirantes, notamment autour aussi de l'initiative du Château Gaillard. Merci à vous. Merci Sabine. Je dis juste un mot. Déjà, je ne sais pas si tu l'as dit, mais qu'il y a un enregistrement, donc il faut bien... Donc, parce que l'idée, c'est d'avoir des podcasts, parce qu'on n'est pas forcément très nombreux, parce que les questions d'agenda sont ce qu'ils sont, et que du coup, avec des podcasts, on peut réécouter, on peut se réutiliser ces temps d'échange. Donc, il faudrait vraiment être vigilant quand on sera dans la phase un peu de discussion, à bien prendre le micro pour que ça fonctionne. Et puis du coup, le déroulé de l'après-midi, il est assez simple. On voulait d'abord peut-être donner la parole au vice-président Renaud Père, en effet, pour qu'il nous parle de sa manière de voir cette question de l'hospitalité sur le territoire de la métropole, ses tendances, ses évolutions. Et puis ensuite, on souhaitait avoir un regard croisé entre 2 opérations finalement d'urbanisme temporaire, le château où nous sommes aujourd'hui, donc qui est animé par le GIE, la ville autrement, mais Méline en parlera très bien, et puis les Grandes Voisines, où nous aurions dû aller d'ailleurs, et on a eu un petit couac. Donc on remercie aussi l'agilité de se retrouver ici, mais on aura bien l'occasion d'aller aux Grandes Voisines un jour, parce que oui, on l'espère, parce que c'est un bel endroit.
et qui est assez inédit aussi sur l'agglomération, mais vous en parlerez. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir ces deux regards sur deux opérations qui sont très différentes, mais qui incarnent ce qui se fait aujourd'hui sur le territoire. Et puis, l'enjeu, c'était aussi qu'on ait des échanges pour construire quelque chose. Et puis, à la fin, on aura une visite somme toute assez rapide, parce que, enfin, néanmoins, le site est chouette. Donc, voilà, le GIE a prévu une visite, et donc on fera une visite à la fin avant de se retrouver pour un petit goûter. Monsieur Père, je vous laisse introduire. Merci, Madame Chanal. Donc, non, mais je dis quelques mots simplement, mais peut-être avant même de décrire nos objectifs et vraiment de laisser la parole aux personnes qui sont capables de parler des deux lieux, justement, et on va croiser et peut-être ouvrir aussi une discussion. Peut-être dire que quand on est arrivé, quand le nouvel exécutif métropolitain a été installé en juillet 2020, bien sûr, on avait tous pris des engagements pendant la campagne. Mais on a été directement confronté à la question de l'hospitalité, enfin, c'est après, avec la question de la sortie du squat Maurice Sèvres. C'est quand même ça qui fait qu'il y a un accélérateur de la politique publique. Et c'est important quand même de le rappeler. En fait, on est confronté, pendant cette campagne municipale et métropolitaine, à rallonge, la question qui revient en permanence, c'est quand même le squat Maurice Sèvres. Avec cette période hors du temps qui est la Covid, où on se dit, bon, bah là, ça tient, mais il va falloir trouver une sortie. Et donc, moi, je me souviens très bien, c'est la première réunion de l'exécutif, on fait des réunions toutes les semaines, je prends la parole parce que je viens d'aller voir les médiateurs de Maurice Sèvres, et je vais voir ensuite les référents, et je comprends qu'il y a le consensus pour la sortie, mais que si on fait une sortie sèche ou un peu classique, on n'est pas au rendez-vous. Et vous savez toujours que les premiers mois d'un mandat, c'est aussi là qu'on marque la différence, ou qu'on peut ouvrir en tout cas des portes qui sont plus dures à ouvrir. Enfin, la difficulté à les ouvrir arrive très vite au cours du mandat. Donc voilà. Et donc, un peu par un concours de circonstances et par cette opportunité, je parlerai vraiment de Maurice Sèvres comme une opportunité, d'emblée arrivent deux pistes majeures. La première piste, qui est la piste fondamentale, qui est d'utiliser le foncier, même de façon temporaire, pour développer une politique de l'hospitalité. Et là, on est plutôt sur du foncier métropolitain. Et puis, le deuxième volet, c'est de se dire, il y a des sites qui sont occupés, des squats, on va essayer de conventionner. C'est ça qui commence à nourrir un premier... un embryon de... Je ne dis pas qu'il n'y avait rien qui n'avait été fait avant, hein, mais néanmoins, on se dit, on est prêt à avancer collectivement, nous, l'exécutif métropolitain, évidemment en lien avec les équipes municipales, hein, des sites concernés. Et la première préoccupation, c'est d'aller trouver des fonciers métropolitains. Et tout ça va nourrir finalement assez vite l'apparition de 3 sites qui vont être d'abord la station, avec les jeunes en recours, et puis dans la foulée, la base et les Amazones. Et là, je ne parle vraiment que de fonciers métropolitains. Et puis, il y a bien sûr le partenariat avec tous les autres, et notamment avec l'État. On va quand même, il faut poser cette question, j'y reviendrai dans quelques instants. Et c'est là qu'on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se fait, le projet des grandes voisines notamment. Donc c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que en fait, on fait un choix qui n'est pas énoncé comme ça en juillet 2020, mais qui est de dire on est prêt à ouvrir une politique publique, à élaborer une nouvelle politique publique qu'on va vite renommer hospitalité, avec un récit qui est assez facile à trouver quand même sur notre territoire. C'est que d'abord, il y a déjà des communes qui ont avancé, il faut quand même le dire. Il y a surtout un tissu associatif très divers qui est entièrement mobilisé depuis, même si je dis des décennies, je me trompe en disant cela, c'est beaucoup plus que cela. Donc que c'est un territoire d'accueil
et qui a trop souffert de débats, là je fais un peu de politique, mais qui a trop souffert de débats très politiques sur ce sujet-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait très bien que les 3 mandats précédents ont été marqués, en tout cas une partie des 3 mandats précédents ont été marqués par, du côté de la métropole ou de la communauté urbaine, le refus d'avancer explicitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses, mais d'en faire une politique publique finalement. Voilà. Et notamment au nom quand même de l'appel d'air qui est régulièrement rappelé en conseil métropolitain, puisque certaines des personnes sont évidemment présentes dans ce conseil métropolitain. Donc ça c'est... Alors après, je le dis, puis après je ne serai pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long. Normalement Martine contrôle le temps. Donc tout va bien. Après, ça n'est absolument pas une politique publique comme les autres. Enfin, et si on ne le dit pas, on est dans un monde complètement enchanté qui ne correspond pas à la réalité. Il y a plein de choses qui distinguent cette politique publique. D'abord, il faut accepter, ce qui est difficile, et je suis content qu'on se retrouve ici, au château, parce que la dernière fois qu'on a parlé d'hospitalité, on a eu, mais à juste titre, il y a eu une mobilisation pour dire qu'on n'allait absolument pas assez loin. De fait, chaque progrès, parce qu'il y en a, est marqué par des demandes supplémentaires et par le fait qu'on ne va pas assez loin et pas assez vite. C'est-à-dire que c'est une politique publique qui n'est presque jamais gratifiante au sens de reconnaissance. Enfin, il faut le dire quand même, de reconnaissance. Vraiment, c'est gratifiant parce qu'on arrive à trouver des solutions, voilà, mais on fait pas la maille, enfin, on n'est pas au niveau encore du tout. Et je ne sais pas si on le sera un jour d'ailleurs. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est important, enfin, de le rappeler. Le deuxième élément, c'est de dire que bon nombre des ressortissants de cette politique publique, et n'y voyez aucun cynisme, ne sont pas des électeurs. Non, mais il faut aussi le dire tel quel, c'est-à-dire qu'on est aussi dans... mais je le dis parce que c'est pas... Enfin, vous aurez compris que c'est pas pour autant qu'on est fortement engagé, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on n'est pas tout à fait dans le même type de politique publique, voilà, que d'autres. Je ne dis pas que les politiques publiques sont là pour servir des électorats, mais néanmoins, il y a toujours dans la conduite de l'action publique cette dimension-là qui est de dire on devra rendre des comptes, c'est le jeu de la démocratie, et donc, et là, en l'occurrence, on est sur un pas de côté. Voilà. Ce deuxième point, il est moins important que le premier, parce que le premier, il peut paralyser des fois, parfois. Je le dis parce que, voilà, enfin, on ne va pas en faire, mais... il peut paralyser parce qu'on peut avoir des interlocuteurs, des collectifs qui ne sont pas alignés sur nos objectifs et qui vont, allez, je le dis, vont freiner une partie des dispositifs. Ça peut arriver. Et donc, il faut quand même... voilà. Et puis, par ailleurs, le fait de ne jamais faire assez, c'est compliqué. J'aurais dû ajouter un autre élément. C'est tellement un sujet brûlant quand même, et on voit bien, enfin je veux dire, même s'il n'a pas été évoqué comme tel, il a été présent dans la campagne présidentielle par exemple. C'est tellement un sujet brûlant que la publicité accordée aux dispositifs, enfin, pour reprendre l'expression de Louis Bourgois, c'est une politique à bas bruit quand même. Ça reste une politique à bas bruit. Si vous ne connaissez pas la thèse de Louis, je vous invite sur la résorption des bidonvilles. Mais je vous invite à la lire, mais on est effectivement sur une politique qui ne parle pas trop fort. Et on voit bien que quand on veut en parler, je pense peut-être à la semaine de l'hospitalité, c'est compliqué. Parce qu'on a voulu en parler, nous, en disant le but c'est de s'améliorer, c'est de se trouver des nouveaux objectifs, et tout de suite on est accusé de vouloir faire de la com. Bon. Ça c'est le cadre très général. Après, on ne part pas de rien. Loin de là, on part de dispositifs existants, enfin de dispositifs qui nous permettent de déployer toute une série de choses. Je pense évidemment au fait, et ça avait été signé en 2019, donc avant notre arrivée au contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. C'était bien 2019, hein, c'est ça, hein. Et je pense évidemment
au plan quinquennal Logement d'abord, même si on voit bien que là, on arrive à la fois à la fin du CTAIR qui va devenir CTAI et qu'on a rediscuté tout cela récemment, et que le Logement d'abord, on n'est pas au niveau, là non plus. Très, très clairement, on est donc... bon. Donc, on utilise quand même des leviers existants, mais ça ne suffit pas, et on est finalement dans cette situation assez complexe. C'est qu'on a beau avoir des objectifs extrêmement ambitieux, pour le moment, les véhicules reposent, malgré l'engagement de la collectivité, encore beaucoup sur les associations. Il faut quand même être très clair, il faut le rappeler au quotidien, et qu'on n'a pas donc assez de moyens. Pourquoi je dis qu'on a des objectifs ambitieux? Parce que, et c'est de cela dont on va discuter, je pense, aussi à travers les deux expériences ou les deux sites, c'est que notre objectif, c'est pas... Enfin, c'est bien sûr avant de permettre à des hommes et des femmes d'avoir un toit sur la tête, il n'y a aucun doute. Mais notre but, c'est qu'on ne se limite pas à cela. Et donc, c'est aussi l'idée, très clairement, d'avoir des interventions sociales pour un accès aux droits, pour un accès aux droits fondamentaux. Bon, mais ça, je dirais qu'on est encore quasiment dans le périmètre de l'hébergement. Enfin, franchement, c'est pas... Mais on veut y ajouter aussi d'autres éléments. Et c'est quand même ça qu'on essaye de déployer depuis 6-7 mois, qui est évidemment de tisser des liens avec l'ensemble des citoyens et notamment des voisins, même s'il y avait déjà eu des expériences, et évidemment on peut penser à l'autre soi, qui a aussi marqué une forme d'avancée, mais je pense aussi à l'interconnexion avec, aux relations avec la culture, et j'aurais dû commencer par là parce que c'est le chantier des prochains mois, avec l'activité. C'est-à-dire de permettre aux hommes et aux femmes que nous accueillons d'accueillir entièrement, le plus dignement possible, mais aussi de changer le regard, et je finirai là-dessus, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir une activité. Et donc là, on voit bien qu'on est en train, que ça prend une ampleur politique au sens le plus noble du terme, inégalée. Pourquoi c'est tellement important finalement? Il me semble qu'on arrivera véritablement à remporter ce combat, si on arrive à changer le regard sur l'accueil. Le côté, bien souvent, qu'on trouve dans les défenseurs comme dans les opposants, hein, le côté misérabiliste, je le dis, ne nous permettra jamais de gagner le combat culturel, politique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, et n'y voyez pas de la cosmétique, c'est bien autre, il faut montrer qu'on arrive à innover sur les sites. Et je crois que c'est ce qu'on arrivera à débattre. Mais surtout à montrer que la personne accueillie apporte, ce que je pense une grande partie des personnes ici réunies dans la salle en sont convaincus, mais que c'est précisément le don et le contre-don fondamental de ces opérations. Et donc, on est dans cette situation où on a beaucoup à apprendre. Et c'est bien ce qu'on a vu sur certains sites. Je pense notamment à un squat conventionné qui est Arloing, même si on galère, permettez-moi, sur cette régularisation par l'activité qu'on porte quand même aux côtés, avec d'autres, avec bien des acteurs, je pense notamment au rôle que joue Alinéa en la matière. Donc on a ce regard qui doit changer, on doit aussi travailler la forme de l'habitat, et c'est pour ça, alors ça aura peut-être qu'un temps tout ça, mais qu'on a été quand même très sensible au tiny house à un moment, on y est toujours très très sensible, hein, on ne va pas vendre les tiny. Voilà. Donc, non, mais parce qu'on est aussi sur une forme nouvelle quand même d'hébergement. Et j'ai plutôt la référence de la base. Mais aussi ce que vous faites, vous en parlerez. Mais la forme aussi compte. Je veux dire, l'insertion plutôt dans le quartier et dans le territoire compte. Et c'est ça qu'on doit absolument gagner. Et enfin, c'est aussi pour ça que depuis, là aussi, le début de l'année 2022, on se
mobilise au niveau européen, je le dis, parce que ce que je viens de dire, enfin, finalement, je peux conclure là-dessus, les moyens dont on dispose sont insuffisants. On a beau avoir une collectivité métropole qui met beaucoup d'argent sur le sujet, ça ne suffira pas, très clairement. Ça ne suffira pas. Bien sûr, on a, et on en parlera, je pense quand même, on a nos fonciers qui sont une vraie ressource, et donc c'est considérable. Et on a cette idée qu'il faut absolument d'ailleurs dégager un modèle économique de l'urbanisme transitoire pour qu'on puisse se dire, on peut aller encore beaucoup plus loin, parce que de toute façon, il y a aussi une forme de recettes qui rentrent dans l'urbanisme transitoire. Mais peut-être qu'on en parlera de ça, parce que c'est aussi comment on l'inscrit dans la durée. Vous aurez compris que de faire une politique publique, c'est forcément de se dire, c'est pas un coup politique de l'été 2020, de la sortie de Maurice Sepp. C'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, qui doit nous dépasser d'ailleurs. Demain, 2026, s'il y a une nouvelle majorité, il faudrait faire en sorte que cette politique publique soit assez installée pour qu'elle ait des vrais effets sur le territoire. C'est quand même à ça qu'on travaille quand même dans un mandat politique. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que j'appelle de mes voeux qu'il y ait une nouvelle majorité. Mais, donc voilà. Mais c'est quand même ça, ou 2032, ou 2038. Donc, mais c'est quand même à ça qu'on doit travailler. Et donc, comme il y a des moyens insuffisants, il faut absolument se battre au niveau européen. Pour deux raisons. D'abord, une raison purement matérielle et financière. C'est là qu'on arrivera quand même à dégager des financements qui n'existent pas et qui ne nous permettent pas réellement d'installer cette politique de l'hospitalité ou de lui donner une dimension structurelle. Peut-être qu'on pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Et le deuxième élément, il est là aussi très symbolique et très culturel ou politique. Dire qu'il y a une métropole, et notamment des villes, je pense évidemment en premier lieu à Villeurbanne et à la ville de Lyon, qui se battent et qui sont très alignés et qui disent que leur action internationale, elle a avant tout une vocation sociale et d'hospitalité. Vous savez que ce territoire a connu quand même des récits de la ville internationale ces dernières années. C'est là aussi un changement de braquet. Et c'est probablement là qu'on aura le plus de retombées directes et qui nous permettront d'agir. Simplement, peut-être qu'on en parlera, je ne vais pas être plus long sur ces premiers propos. La route est très longue, notamment pour décrocher ce type de financement, mais c'est bien notre engagement fort dans tous les espaces qui sont possibles, les réseaux de villes, le hub européen du logement d'abord, et d'autres dispositifs. On essaye d'utiliser le plus possible cette scène-là, à la fois pour dire que, pour rendre visible, évidemment, le territoire de la métropole de Lyon, le territoire lyonnais au sens large du terme, mais aussi et avant tout pour décrocher des financements qui nous permettront d'agir à une autre échelle que celle simplement de l'expérimentation. Merci. Du coup, on enchaîne peut-être avec les deux présentations des opérations. Ça vous va ? Donc Charlotte, d'abord, on avait dit qu'on faisait d'abord les grandes voisines et tu passes ensuite au château. Allez. Donc Charlotte Druet, Aurélia Thomé et Ludovic Descourtis. Lucas. Ça, c'est moche pour l'animation. Mais je veux bien m'appeler Ludovic, ça me fait plaisir aussi. Sinon, c'est Jacques Robert, sinon. Comme ça, vous savez tout. Les grandes voisines, donc Foyer Notre-Dame sans-abri, Charlotte, Aurélia pour Plateau Urbain, et puis moi pour la Fondation de l'Armée du Salut. Et donc, en quelques mots, je vais vous présenter la genèse de ce projet, de façon assez chronologique, et puis ensuite, je laisserai la parole à Charlotte et puis à Aurélia, puis on se complétera ensuite sur les informations. Le projet des grandes voisines, donc un hôpital, un ancien hôpital gériatrique, donc qui s'appelle Antoine Charial, qui est situé essentiellement sur la commune de Francheville et légèrement sur celle de Craponne, et puis à la frontière de Tassin, la demi-lune. Donc il y a une propriété des Hospices civils de Lyon et qui ferme
dans le cadre des restructurations qui sont portées par les HCL. Et les HCL, dans le cadre de leur dialogue avec les services de l'État, cherchent une solution pour utiliser, ou en tout cas mettre à disposition ce lieu, ou l'occuper de façon intercalaire et temporaire. Alors, pourquoi FNDSA et FATS ? Eh bien, simplement parce que les services de l'État ont l'habitude aussi de travailler avec nos deux associations sur la mise à disposition de lieux pour mettre à l'abri les personnes, et de façon un peu historique aussi dans le cadre de feu, les plans froids, les plans grands froids, qui aujourd'hui, merci, n'existent plus. Et donc, les services de l'État prennent la tâche avec les deux directions, Sophie Janssen pour la Fondation, et puis Marion Vazian-Roland pour le foyer, en août 2020. Et donc, leur font et ensuite nous font visiter ce lieu-là, en nous indiquant que dans le cadre de l'une des missions qui sont portées par les services de l'État, permanentes et constantes, de trouver des lieux pour y ouvrir des places d'hébergement temporaire d'urgence, eh bien, ce lieu là, cet hôpital qui ferme, pourrait être une solution pour poursuivre sa politique de mise à disposition de places d'hébergement d'urgence, notamment, et pas que. Donc 22 000 m² de bâti, 6, 7, 8. Alors Aurélien me bien dire 8 hectares. Moi je dis plutôt 6, c'est déjà suffisant de terrain. Et la commande de l'État est assez simple vis-à-vis donc de nos deux associations. C'est de dire qu'il faut que nous puissions du coup ensemble, deux associations, et pas tout seul, c'est pas au choix, c'est à faire ensemble. Parce que trop grand aussi, certainement, parce que c'est dans l'air du temps, et je pense que c'est aussi très très bien de faire ensemble, on est très content de travailler ensemble. Voilà, de demande d'y réaliser nos missions pour lesquelles on est financé, qui sont nos missions assez essentielles d'insertion par l'activité économique et de mise à l'abri dans le cadre de dispositifs d'hébergement, d'urgence ou d'insertion. Donc on se retrouve donc en août 2022, on signe la convention donc en 2020 ou 2020, et on signe la convention en novembre 2020. Et entre-temps, donc, on réfléchit à ce que nous pouvons faire sur ce lieu, avec un seul objectif en tête en tant que gestionnaire, opérateur associatif, c'est de trouver le bon équilibre économique pour trouver à y réaliser nos activités dans la plus grande sécurité, et puis surtout à partir de financements qui sont ceux des subventions de places d'hébergement, notamment. On décide, je vous passe un peu les détails, mais donc on réalise l'ensemble des missions qu'on fait d'habitude quand on nous propose de visiter un lieu à occuper de façon temporaire. On vient avec chacune de nos compétences, on vérifie combien de personnes on peut y héberger, dans quelles conditions, quelles sont les différentes activités que nous pouvons y réaliser, et on arrive assez rapidement à la conclusion que nous pouvons a priori héberger entre 450 et 500 personnes sur le site. Et à partir des espaces restants, y réaliser un certain nombre de missions dans le cadre d'ateliers chantiers d'insertion qui sont également donc, financés par les services de l'État. On continue à œuvrer ensemble, et on propose donc aux personnes qui nous mettent à disposition ce lieu un calendrier, un rétroplanning, et de sorte que dans un premier temps, nous ouvrions dans l'un des bâtiments de ce site un premier service d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences. Donc ça c'est pour la partie fondation, mais Charlotte reviendra sur le détail de les différents services qui y sont gérés. Dans l'ancien logement, immeuble de logement, on y héberge aussi des personnes dans le cadre d'hébergement d'insertion. Et on occupe donc dans une première partie de l'espace. Et puis on continue à construire notre projet pour qu'il puisse aboutir assez rapidement en juillet 2021 aux premières admissions et aux premières installations. Entre août 2020 et juillet 2021, donc signature en novembre 2020, mais surtout nous faisons preuve d'une certaine humilité, le foyer et nous, en sachant que l'énormité des espaces restants ne nous permet pas, en tout cas, de les occuper avec nos actions, nos métiers essentiels.
Et donc on décide de se rapprocher de Plateau Urbain et également de Yes We Camp. Alors on regarde un petit peu quelles sont les différentes organisations qui sont spécialisées sur ces dispositifs et ces métiers d'occupation temporaire en tiers-lieu. Et on s'oriente assez rapidement sur le fait qu'on veut que ça devienne aussi un tiers-lieu. Donc on se fait accompagner par Plateau Urbain et également Yes We Camp sur 6 ou 7 mois pour savoir dans quelle mesure et avec un moyen constant on peut y réaliser des activités de tiers-lieu et quel serait ce type d'activité que nous pourrions réfléchir sur ce territoire-là. Donc Plateau Urbain et Yes We Camp nous accompagnent à travers des ateliers de brainstorming, etc. Nous proposent aussi différents modèles économiques. Et puis, assez rapidement, Yes We Camp s'arrête là dans la mission de conseil, puisque pour plein de raisons, mais en tout cas, ils nous auront bien aidés pour travailler plutôt sur la question des activités culturelles et de restauration. Et puis on décide de contracter avec Plateau Urbain pour nous accompagner sur l'organisation, sur les espaces restants, d'une location à des tarifs solidaires à des porteurs de projets, notamment qui seraient issus du territoire pour qu'ils viennent s'installer dans les locaux. Voilà. Et en juillet, donc, les premiers services donc, du foyer et de la fondation finissent de s'installer pour accueillir les premières 475 personnes qui aujourd'hui vivent sur le site, en plus des activités d'insertion par l'activité économique. Et je crois que je peux te laisser la parole, Charlotte. Donc moi, je vais revenir un peu aussi sur les ambitions quand même du projet. Je suis désolée, j'ai pas tout à fait l'habitude de parler avec un micro, donc je suis susceptible de trembler. Nos ambitions, c'était vraiment quand même de la mixité d'usage. C'est vraiment apparu assez rapidement dans ce qu'on voulait mettre en place et porter. Donc c'est ça un peu qui va guider, vous allez voir, dans tout ce qu'on a mis en place. C'est ça qui guide un peu notre action. Mixité d'usage, mixité... mixité également dans toutes les publics aussi qu'on souhaite accueillir de l'extérieur, enfin voilà, mixité. Également l'éco-responsabilité et voilà. Je suis désolée, je vais me reprendre. Je déteste parler avec un micro, mais je vais y arriver. Donc, ce qu'on fait sur ce site, donc on a des centres d'hébergement. Donc il y a 2 centres d'hébergement d'urgence qui sont gérés par le foyer, 3 centres par l'armée du salut, donc ça correspond à 475 personnes hébergées sur le site. Il y a également temporairement des Ukrainiens qui sont logés dans une autre partie, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Au niveau insertion professionnelle, on a développé des activités en chantier d'insertion. Donc à la fois buanderie, nettoyage, tout ce qui sert à faire fonctionner la vie du site. Voilà. Un troisième axe de développement, c'est vraiment l'axe des porteurs de projets. Donc mettre à disposition du foncier. C'était aussi vraiment une valeur forte de se dire qu'on pouvait faire autrement la ville et de pas juste être en vase clos en faisant nos activités qui sont plutôt notre cœur de métier, à savoir l'hébergement et l'insertion, mais plutôt d'essayer de l'ouvrir et de montrer qu'on peut être une ressource pour un territoire et pas uniquement une contrainte. Ce qui est quand même aussi un petit peu nouveau, ça nous demande un peu de décaler nos pratiques. Voilà, et ensuite une activité hôtelière qui s'est installée après, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est l'armée du salut qui a monté ça plus récemment. Et après, différents projets transversaux qui sont ouverts sur le territoire. Pareil, on va revenir dessus. Je vais passer la parole à mes collègues. Si je vais être bien meilleure au micro, du coup, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la partie porteur de projet, parce que de tout ce qui est transverse sur ce projet. Donc, comme le disait Lucas, on arrive un petit peu après dans la démarche. Nous, notre travail chez Plateau Urbain, c'est de mettre à disposition des espaces de travail aux artistes, aux associations, aux entreprises de l'ESS et aux artisans qui trouvent pas leur place en ville.
Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Et on a très à cœur de mener des projets mixtes qui lient à la fois hébergement, insertion et activité économique. Sur le territoire de Francheville et Craponne, finalement, il y a les mêmes après études, il y a même les mêmes besoins que dans Lyon. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foncier à prix modéré. Donc, il y avait un vrai besoin et un vrai intérêt à pouvoir ouvrir ces espaces de travail à toutes ces structures. Du coup, on a lancé un appel à projet au mois de novembre, non pas du tout, au mois d'août, et les structures se sont installées à partir du mois de novembre. Donc là, on a 6 mois à peu près de recul. On a 38 structures, dont une bonne partie qui sont de l'Ouest lyonnais, une bonne partie même de Francheville et Craponne. C'est des activités qui sont très diverses. On a fait des visites et puis des entretiens main dans la main avec la FADS et le foyer, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir satisfaire un besoin d'activité pour ces associations et vraiment d'avoir des locaux, mais aussi de participer à un projet collectif. Et donc du coup de bien être au fait de qu'est-ce que c'est que ce projet un peu ovni, en tout cas qui mérite des explications et aussi une participation à la fois à la gouvernance, on va y revenir, mais aussi au quotidien. De voir ce qu'on peut donner, de ce qu'on peut apporter aux différents résidents. On reparle après du projet ouvert. Hop, ouais, je m'arrête là pour les activités. Mais du coup, voilà, on sera ravis de vous inviter à venir prochainement à découvrir tout ça. Voilà. Du coup, dans les activités qu'on est en train de mettre en place, on n'est pas encore considéré comme un ERP, donc on ne peut pas forcément ouvrir le site à des personnes de l'extérieur. Mais on a essayé de réfléchir vraiment à développer des projets qui peuvent être une ressource pour le territoire. Donc on a mis en place un pôle de santé solidaire, donc en partenariat avec le dispensaire général de Lyon, mais aussi avec tous les acteurs un peu de la santé qui ont l'habitude d'intervenir auprès des populations qu'on héberge. Dans les projets qui nous tenaient à cœur, c'était également de réfléchir à la question de faire un lieu qui permette aux gens de se rencontrer autour du jeu. Donc on a un partenariat avec le Quai des Ludes qui devrait déboucher sur l'ouverture d'une ludothèque. Voilà, on a également une crèche parentale en interne qui se crée. Enfin, toute une série de projets. Et après, plus des projets économiques comme un restaurant et un hôtel qui, pareil, sont soumis... on attend les résultats de l'ERP, mais l'autorisation d'ouvrir au public, mais tout est en place. Et juste la salle de spectacle, la petite salle... Donc l'ancienne chapelle désacralisée. Eh bien, on attend, le public est là, les projets artistiques sont là également, mais on est effectivement exclusivement lié et soumis à cette classification ERP qui... Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Et du coup, peut-être pour compléter, il y a, en fait, là, globalement, on a cheminé et on a fonctionné, on a construit par bloc. Le premier bloc, ça a été vraiment de s'installer et puis de réaliser les choses qu'on fait depuis des années, qu'on sait très très bien faire, mais ensemble. Donc, je dirais l'hébergement et puis l'insertion par activité économique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais je trouve que c'est assez intéressant de le préciser. Le foyer et la fondation, on a développé, avant même de nous installer, des réflexes de création de chantiers d'insertion au service de nos propres fonctionnements d'hébergement. C'est-à-dire que très rapidement, et donc on l'a dupliqué aussi sur ce lieu-là, on s'est vite aperçu qu'on pouvait tout à fait, au lieu de sous-traiter, créer des contrats à durée déterminée d'insertion pour pouvoir gérer la maintenance, le second œuvre et aussi l'entretien et l'hygiène de nos locaux, etc., avec nos propres chantiers d'insertion. Voilà, donc petite parenthèse, mais c'est vrai que la première étape de notre installation, ça a été aussi de créer ces différentes instances pour aussi permettre à ce lieu de vivre et de générer son propre besoin et de rendre aussi son propre service d'insertion. Et le deuxième temps, effectivement, c'est fait avec Plateau Urbain sur comment on peut continuer à exploiter ces espaces. Je ne reviens pas là-dessus, mais le troisième temps, effectivement, c'était des espaces encore restants. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, donc, on a développé et on a fini par ouvrir ce fameux pôle santé solidaire qui vise justement à finaliser ce travail, ce fil conducteur qu'on a en permanence, qui est on est sur un territoire, on veut être au service du territoire et faire en sorte d'apporter la démonstration que les personnes que nous y accueillons, que ce soit au titre de l'hébergement ou de l'insertion ou alors en titre de porteur de projet, sont
ont aussi un intérêt à rendre service aussi aux autres habitants du territoire. Et le pôle santé solidaire a été, je trouve, une belle aventure. Alors maintenant, il attend, et ces publics sont là, il attend aussi de pouvoir avoir l'autorisation de recevoir ces patients, mais on a très vite compris que notre installation sur le territoire de l'Ouest lyonnais suscitait un énorme intérêt pour beaucoup d'associations ou beaucoup d'acteurs du médical ou du socio-médical qui sont plutôt sur le centre de la ville ou alors sur l'Est lyonnais, qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'avoir un point d'entrée sur le territoire de l'Ouest lyonnais pour aller chercher ces publics qu'on dit invisibles, parce que c'est pas parce qu'on est à l'ouest de Lyon qu'en fait on n'est pas forcément dans des précarités, sauf qu'elles sont peut-être un peu moins dites. Merci pour ce mot délicat. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, parle juste l'hôtel, rapidement, et après je te laisse la parole, Aurélia. Donc il y a le pôle santé solidaire et puis il y a l'hôtel. Alors il restait un étage à occuper dans cet endroit-là qui, selon la répartition de ces 22 000 m², donc, était sous la gestion de la fondation de l'Armée du Salut. Et donc nous avons décidé d'y proposer quelque chose dont on s'est aperçu que c'était innovant, mais d'y proposer aussi un service d'hôtellerie sous le statut d'une entreprise d'insertion. Donc on a réfléchi à comment ouvrir un hôtel au dernier étage, et on trouvait que ça rendait aussi tout son sens au projet de tiers-lieu, puisque là on finissait de permettre d'accueillir des futurs clients qui d'ordinaire n'auraient aucune raison de pouvoir aller sur ce lieu-là, pour pouvoir y habiter, s'y loger, y manger, et en ayant l'impression, en tout cas notre volonté c'était de tout faire pour qu'il n'ait pas cette impression d'être sur un lieu où on héberge des gens au titre de l'urgence, quoi, où les salariés. Voilà. Cet hôtel aujourd'hui est occupé par des Ukrainiens, donc on continue à rendre service. Mais il n'a pas encore pu proposer son service d'origine. Peut-être pour terminer, parce que, enfin, on reparle un peu de la gouvernance après, mais juste pour vous redire un petit, parce que c'est un projet quand même, comme vous l'avez vu, avec qui est assez ambitieux. Juste pour vous dire où est-ce qu'on en est au niveau des étapes, on a d'abord dû faire par phase et consolider l'interne. Donc là, on en est là, consolider la gouvernance aussi, la faire évoluer. Enfin, c'est un projet qui se veut, sur lequel on expérimente. On n'est encore une fois pas arrivé, on n'a pas les bons modèles à dupliquer. On est en train de travailler, de réfléchir. On a tenté une première gouvernance, on l'a un petit peu redirigé. Et là, on aimerait vraiment maintenant réussir à l'ouvrir au territoire et que ce soit une vraie plus-value pour le territoire, que ce soit un espace qui permette de se rencontrer, de se croiser par plein de moyens. On a parlé du resto notamment, mais du coup, rapidement sur la programmation socioculturelle, il y a vraiment ce souhait d'apporter à la fois pour les résidents, enfin apporter des espaces de rencontre, et donc via tout un tas de sujets comme des conférences ou un petit peu de spectacle, etc. Donc on est en train de travailler là-dessus et on espère pouvoir cet été en extérieur proposer des espaces ouverts et avec du contenu et de la rencontre. Voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu de la gouvernance et avant qu'on... Oui, rapidement, parce que si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus après. Mais sur la gouvernance, on avait envie de vraiment que tout le monde se sente acteur dans ce projet, ce qui est quand même pas évident quand il y a autant de personnes différentes, à la fois des acteurs économiques, à la fois les résidents de centres d'hébergement, et d'essayer de gommer au maximum, en tout cas que les gens ne puissent venir sans avoir l'étiquette résident d'un centre d'hébergement et puissent participer à coproduire le lieu. Donc, alors ça, c'est un vœu pieux. Je dis pas qu'on y est arrivé pour le moment. Je pense que c'est quelque chose qui est en travail, mais comme dans la plupart des lieux mixtes, c'est quelque chose où on n'arrive jamais au bout de la réflexion sur ce sujet-là. Mais on a essayé en tout cas de le prendre en compte dans notre construction des instances. Donc au niveau gouvernance, on a un comité de vie qui permet tous les 2 mois à toutes les personnes qui travaillent, qui vivent sur ce site, de se réunir et de réfléchir ensemble à comment le lieu évolue. Ensuite, on a un comité de coordination qui, toutes les semaines, fait plutôt de la gestion opérationnelle et qui rassemble les trois structures qui portent les grandes voisines et qui permet gestion opérationnelle sur toutes les questions transversales. Et après, on a un comité stratégique qui plutôt est sur des questions de ligne éditoriale.
C'est rajouté à ça, à l'initiative des travailleurs sociaux, ce qui est quand même quelque chose qui était plutôt intéressant, un comité participation, avec l'idée justement de travailler la question de la participation des résidents et d'ouvrir cette commission très très rapidement aux résidents eux-mêmes pour pouvoir les laisser amener leurs propres envies et les propres besoins, et peut-être qu'on puisse aussi réajuster la gouvernance au fur et à mesure et qu'ils puissent participer à amener ces réflexions-là dans une commission un petit peu plus restreinte que le comité de vie qui se réunit tous les 2 mois, où là pour le coup on est 700 sur le site. Donc ça peut être une instance qui est quand même qui regroupe beaucoup de gens. Voilà un petit peu, on pourra revenir dessus. On va peut-être laisser la parole à Méline. Comme Martine n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut, mais moi je me permets quand même de souligner 2 choses, parce que vous ne l'avez pas fait dans ce sens-là, mais d'abord il faut quand même se dire c'est à Francheville, donc il faut le rappeler, et donc c'est probablement, même si évidemment la métropole n'est pas seul partenaire, et vous l'avez très bien rappelé, il y a l'initiative de l'État, et sans l'État tout cela n'était pas possible, il faut le dire à bien des égards. Mais c'est quand même le premier lieu d'hospitalité, j'ai envie de dire, en dehors de Lyon et Villeurbanne. Et c'est pas rien. Ce qui veut dire que l'enjeu territorial est encore plus fort. Enfin, que l'inscription du lieu des grandes voisines dans son territoire va être encore plus attendue. Parce que ce que vous n'avez pas dit, de manière assez, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a eu quand même dans les premiers mois, on peut le dire quand même, un refus des 3 maires des territoires, des communes que vous avez citées, et notamment au nom de la scolarisation. Enfin, ça a été quand même plutôt cet angle-là, et qui est bon. Si la métropole avait été seule, j'avais oublié qu'on était en podcast, donc je parle librement. Mais si la métropole avait été seule, compte tenu vous vous souvenez très bien des premiers mois quand même de ce mandat, avec une relation assez complexe quand même, commune, métropole, je ne sais pas ce qui serait advenu quand même des grandes voisines, pour plein de raisons. Vraiment, je le pense. En tout cas, ça aurait été bon. Heureusement qu'il y avait l'État. Il faut quand même dire je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. Le deuxième élément, c'est donc de dire qu'après cette première protestation, il y a eu quasiment un état de grâce, parce que au motif que finalement, en fait, on se rend pas, en fait, on voit pas. Je rappelle quand même l'argument, je citerai pas les luminaires, mais c'est que tout ça se passe très bien, mais finalement, il n'y a aucun problème et tout ça ne se voit pas. Enfin, c'est quand même ça le récit qui est fait. Et là, on est un peu dans le dur. On peut le dire quand même depuis quelques semaines, puisque normalement on aurait dû se retrouver aux grandes voisines. Donc vous devinez qu'on est dans le dur. Et donc que ça n'est pas terminé, que tout ça va très bien se finir, il n'y a aucun doute. Tout ça va très bien se finir pour une raison très simple, c'est que la philosophie du lieu est idéale. Enfin, je veux dire, encore une fois, il y a certes l'hôtel qui est très intéressant, mais qui apporte quand même, va falloir quand même le dire, et quand on a délibéré à la métropole, on l'a rappelé, c'est un enjeu économique pour le territoire, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels autour, et que les seuls qui étaient là n'ont pas très bien vécu ou ne vivent pas très bien. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Et donc le fait même que là, on est sûr d'avoir pendant quelques temps un hôtel de grande qualité, ça va être un plus pour les entreprises, notamment du site. C'est le pôle de santé solidaire, mais là, il faut le dire... faut encore en parler beaucoup plus, parce que c'est un vrai apport pour les administrés aussi des communes. Et puis, évidemment, le lieu culturel, disons, et le restaurant qui feront. Mais c'est quand même ça, c'est là où on change quand même vraiment le regard de l'hospitalité, en montrant que ça apporte beaucoup au territoire qui accueille. En fait, non, mais très, très clairement. Et donc, j'ai aucun doute, j'ai simplement le sentiment que probablement à la fin, quand le terrain aura une autre vocation, on a un peu de temps devant nous, je suis certain qu'on aura des regrets des administrés, ce qui montrera, des voisins. Et donc on aura là, on montrera qu'on a vraiment, que vous avez vraiment gagné. Juste pour compléter, mais au-delà des difficultés, en effet, on est dans une période un petit peu compliquée.
dans nos rapports avec les mairies du territoire, mais par ailleurs, on travaille quand même très bien avec les techniciens des communes et avec aussi des personnes du territoire. Et ça, je pense que c'est important aussi de le redire, qu'au-delà des prises de position politiques, et notamment dans la presse, malgré tout, le travail il est déjà enclenché et il se passe plutôt bien. Ce qui est quand même positif, sinon on ne pourrait pas aller aussi loin que là où on est arrivé. Je vais aussi compléter. Je crois que si je suis un petit peu aussi la chronologie que vous proposez, et j'y souscris entièrement, en fait, ça n'est que depuis 4 ou 5 mois que nous sommes dans la construction de la pensée du tiers-lieu. Je vais préciser ma pensée. C'est-à-dire que nous sommes arrivés sur ce lieu-là avec une commande assez claire et une demande d'ouverture quasiment immédiate dans le cadre d'une occupation d'un lieu qui était si vaste qu'il fallait éviter à tout prix qu'il soit emparé par d'autres personnes qui pourraient y être intéressées. Et aussi dans le cadre de, encore une fois, nos missions d'hébergement qui sont donc subventionnées et que nous devons faire perdurer d'un site intercalaire à un autre. Et là, c'était une opportunité. Donc, c'est une fois face à ces commandes-là, avec aussi une forme de carte blanche adressée à nos directions, en disant mais proposez-nous ce que vous voulez, mais de toute façon, il faut, dans un premier temps, y réaliser vos missions principales. Et donc, on a cheminé, et on a cheminé effectivement sur cette dimension de tiers-lieu qu'on peut maintenant appeler autrement, je crois, voilà, au fur et à mesure de la conceptualisation de ces espaces. Et donc, je pense que si c'est à faire autrement, en fait, on ne pourrait pas le faire autrement. Mais que la dimension territoriale, on n'a pas pu, du coup, l'appréhender. On n'a pas pu, avant de s'y installer, effectivement, prendre ce temps d'aller sur le territoire, d'entrer en communication avec les habitants et de construire ce projet-là, certes encore une fois autour de nos missions principales, mais pour dire voilà, de quoi auriez-vous besoin et comment pourrions-nous vous rendre service. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce que nous proposons, c'est à l'issue d'un travail que nous avons réalisé a posteriori et qu'on répond à ce besoin-là et que à la fois les habitants commencent à y être attachés dans leur dimension de citoyens, mais aussi du coup dans leur dimension de personnes vivant sur les territoires et voulant y développer des activités économiques. Et là aussi de plus en plus rapprochés sur la dimension culturelle et artistique. C'est-à-dire qu'on s'est doté du coup de la compétence d'une personne qui réalise la programmation artistique et culturelle. Et alors Aurélia, tu vas pouvoir en dire plus de mots, mais on est assez impressionné en se disant mais en 3 mois, elle va jamais réussir. Elle va jamais réussir à nous proposer quelque chose avec pas d'argent, quoi. Oui. Ah, c'est moi qui perds. Voilà. Donc je vais jouer un petit peu mon rôle d'animatrice, juste peut-être 30 secondes. Il y a peut-être aussi d'autres souhaits d'intervention dans l'Assemblée. Donc s'il y a des questions ou autres, on peut peut-être faire ça, parce qu'après, il faut qu'on donne la parole à Méline. Ben si, c'est tout à fait important qu'on parle du château aussi. Et puis moi, après, en plus, j'ai des questions un petit peu comme ça, là, donc ça serait bien. Donc je ne sais pas si vous avez besoin d'éclaircissement, vous n'hésitez pas. Et sinon, peut-être qu'on passe à la présentation de Méline. Et, sauf s'il y a des souhaits de questions, là, tout de suite, maintenant, sur les Grandes Voisines, quoi, en direct, là, tout de suite. Mais bien sûr, vous aurez l'occasion de revenir pour la suite. Non, si c'est bon, dans ce cas-là, Méline, tu enchaînes sur le château pour qu'on ait aussi un autre projet un peu en regard. Okay. Et puis après, moi j'ai quelques questions et puis il y en aura peut-être d'autres dans la salle. Ok ? Alors, merci. Du coup, vous êtes effectivement au château. Je vais revenir un peu sur le contexte très rapidement parce que je pense que sur les échanges, ce sera intéressant de voir parce qu'on rencontre des problématiques similaires avec parfois des réponses différentes parce qu'on est sur un site de plus petite taille, hein. Nous sommes 182 personnes, habitants et habitantes du château. Donc vous êtes ici sur une ancienne résidence autonomie personnes âgées, propriété de la ville de Villeurbanne, donc qui a été occupée par les personnes âgées jusqu'à mai 2021. Oui, c'est ça.
Et en fait, la résidence nécessitait une réhabilitation pour être aux normes de ce public spécifique, réhabilitation trop coûteuse, et donc une nouvelle résidence a été construite au bout de la rue par S Métropole Habitat et a accueilli du coup en mai les derniers résidents de Château-Gaillard. Suite à cela, la ville de Villeurbanne, donc, qui était déjà engagée dans une politique d'hospitalité, a souhaité rendre effective cette ambition politique et a donc diffusé un appel à projet pour l'occupation temporaire de ce site jusqu'à décembre 2025. Vous verrez que je suis très mauvaise avec les chiffres, même les années, mais c'est bien ça, 2025. Cet appel à projet était sous... Donc l'axe principal était vraiment de lutter contre le sans-abrisme, mais aussi il y avait cette notion, après du coup on l'entend comme on veut, de mixité, alors mixité des publics, mixité d'usage, et également de pouvoir apporter des services ou activités qui manqueraient dans le quartier. Donc, S Métropole Habitat, oui, parce que je reviens. En fait, je travaille au GIE La Ville Autrement, qui réunit S Métropole Habitat, la Fondation Aralis, Alinea, mais je me dis que tout le monde connaît, et la SVU et RSH. Mais je crois que tout le monde fait comme ça, donc je vais passer cette présentation. Et donc, S Métropole Habitat a répondu avec le soutien du GIE La Ville Autrement à cet appel à projet, et on a eu la chance d'être retenu. Et tout le projet qu'on a porté était autour d'un postulat partagé avec les différents acteurs du coup que vous retrouverez sur ce site sur la notion d'habiter. Donc sur les acteurs qui sont présents sur le site, vous allez il y a un petit panneau explicatif derrière nous, mais vous allez retrouver, et pareil je vais le faire très rapidement, mais en tout cas il y a l'association Alinea qui du coup a ici la halte des femmes. Donc sur 2 allées qui accueillent des femmes pré ou post-accouchement avec du coup leur bébé et éventuellement les papas, et aussi une allée qui est destinée au CHU Château-Gaillard, qui a permis en fait d'apporter une solution de logement individuel à des personnes qui étaient dans du collectif très pesant depuis un moment, notamment pour ceux qui le connaissent au CHU, des personnes issues du CHU de Carteret, mais aussi de répondre à des problématiques de squat et bidonville sur la commune de Villeurbanne. Ce que je dois préciser avant de continuer, c'est qu'ici on est sur un site où il y a 149 logements, 7 allées. Tous les logements sont des T1 d'environ 33 mètres carrés. Donc on était forcément contraint par la typologie et du coup le public ne pouvait être qu'un public couple ou personne isolée avec enfants, mais pas de grosse composition familiale. Dans le bâtiment où nous sommes, comme vous pouvez le voir, c'est une salle de restauration en cours de travaux. Et donc c'est ce qu'on appelle le cœur du château. On a quelques étages au-dessus de nous les joueuses de l'Asvel VBF. Donc c'est les féminines de l'Asvel qui étaient déjà présentes sur site et qui ont créé un peu le lien en restant donc à hauteur de 10 logements, 10 personnes. C'est des joueuses et c'est une manière pour la ville de Villeurbanne de soutenir le club des féminines. Je passe sur les allées qui sont derrière nous. On retrouve Forum Réfugiés Cosy qui est en train de réhabiliter, enfin c'est pas eux, c'est S Métropole Habitat qui réhabilite leur résidence, la Baïs, et donc il y avait un besoin dit de desserrement, le mot est pas très beau, mais en tout cas accueillir 50 personnes, le temps sur une durée initiale de 2 ans, on verra si ça dure plus longtemps, mais donc ils accueillent 50 personnes dans 40 logements dans les 2 allées. Et enfin, on retrouve l'association Acoléa, qui dispose de 18 logements et qui accueille donc 18 jeunes dans le cadre du dispositif Logement d'abord, Logijeunes. Donc c'est un premier accès au logement pour des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Je le fais très court, parce que j'ai très peu de temps. On pourra y revenir, et certaines de mes collègues des associations du site sont présentes et pourront en parler du coup mieux que moi. Tous ces acteurs, on s'est retrouvés donc sur le postulat de se dire, en fait, on va travailler ici la notion d'habiter. Le bâti nous permet ça, de se dire que tous les habitants et les habitantes du château ont un logement à eux. Et ça, c'est voilà, ils disposent de leurs clés et c'est un logement. Alors, comme vous l'avez entendu, on peut être dans des dispositifs d'hébergement, mais
avec une volonté assez farouche, on essaye de parler des habitants et des habitantes du château, et ce n'est pas qu'une question sémantique. On a aussi souhaité travailler sur la possibilité de rester. Alors, non sans difficulté, surtout quand vous avez pu découvrir les différentes situations dans lesquelles les publics se situent, mais on s'est dit, il faut qu'on puisse donner la possibilité aux personnes, peu importe le dispositif par lequel elles arrivent au château, d'être habitants et habitantes du château. Donc, à la fin d'une éventuelle prise en charge d'hébergement, si elles sont en mesure, et surtout, en fait, la première question, si elles le souhaitent, on doit pouvoir collectivement se donner les moyens qu'elles puissent se maintenir sur le site. Il y avait également, autour de la notion d'habiter, le droit à la ville, et en se disant, le droit à la ville, en fait, il se revendique. Ça ne va pas être le GIE qui, ici, a un rôle d'ensemblier, vous l'aurez compris, qui va donner ce droit. Ce droit, s'il n'est pas revendiqué, n'aura pas la même saveur et surtout n'aura pas les mêmes impacts. Donc, pour cela, ça fait beaucoup de choses en peu de temps, hein. Vous me dites si je manque de clarté, n'hésitez pas. Pour cela, on a sollicité Lorsper Samdara, donc, qui est un laboratoire de recherche qui travaille sur la question de la migration et de la grande précarité. Et la consigne, alors même si c'est en podcast, je peux le dire, c'est de dire d'amener à ce que... De toute façon, les gens se seront arrêtés aux grandes déclarations de Renaud Père, donc ils n'iront pas jusqu'à ma présentation, donc je peux y aller. En gros, on s'est dit, il faut que Lorsper nous aide les habitants et les habitantes à prendre le pouvoir et aide les professionnels à entendre que les habitants et les habitantes vont prendre le pouvoir. Et en fait, que donc sur ce site, on puisse petit à petit avoir une réelle gouvernance partagée. On n'y est pas, hein. C'est notre ambition, on n'y est pas. Et j'ai évoqué les partenaires associatifs. Sur ce site aussi, une des particularités, donc, c'est qu'on est sur une occupation temporaire, finalement sur un temps quand même assez long, ce qui nous permet justement de se donner des ambitions un peu fortes en sachant que ça va prendre du temps, cette gouvernance, le fait que les gens puissent investir réellement les lieux. Et l'autre spécificité, c'est qu'on retrouve 3 acteurs institutionnels. On retrouve du coup la ville de Villeurbanne, la métropole de Lyon et l'État. Et du coup, il y a eu une vraie rencontre, je trouve, autour d'enjeux communs. Et notamment... en toute humilité, je me suis dit que ce site permettait aussi d'incarner la convention tripartite qui a été signée autour de la lutte contre le sans-abrisme et où on retrouve justement la ville, la métropole et l'État. Et en copile, on a pu à plusieurs reprises se dire alors effectivement, on n'a pas encore tout bousculé. Bon, j'espère qu'on arrivera à bousculer certaines choses, mais en tout cas à se dire, en fait, les publics n'appartiennent pas à des financeurs, les publics n'appartiennent pas à des associations, et c'est le devenir des habitants et des habitantes, c'est un souci qui doit être collectif, peu importe s'il s'agit de personnes qui sont à Coléa, à Alinéa ou à Forum Réfugiés. Il faut que collectivement, on se dise, au château, on est la même équipe. Alors, je répète, c'est des ambitions, c'est pas encore complètement tout mis en place, mais je me dis que si on le dit pas, on n'y arrivera pas. Donc déjà on le dit, et on le dit et on le partage, et en copile on a pu le partager. Il n'y a pas que moi qui le pense, hein. Ok. Donc vous l'aurez compris, on essaye en tout cas de mettre les habitants au cœur. Pour cela, il y a donc sur le GIE a dédié une équipe au château. Donc on a un responsable d'immeuble, mais qui est plutôt responsable de site, Pamphile, qui est présent et qui s'occupe de la maintenance et de répondre aux différentes sollicitations. Je rappelle, 182 personnes, hein, donc voilà, il est très occupé. Il y a également ma collègue Mathilde Soupizet, qui est animatrice coordinatrice, parce qu'il y avait quand même aussi ce souhait de... alors, j'allais pas dire, c'est pas proposer des activités, c'est en tout cas se dire, une fois que les personnes, et c'est pour ça que je vous rejoins complètement sur ces phases nécessaires et en fait qui s'imposent à nous, on n'arrive pas avec un programme, on n'arrive pas. Il faut que les habitants des sites
habitent déjà, se sentent chez eux. Et après, le rôle de l'animatrice coordinatrice était de capter, d'observer les initiatives individuelles, voire collectives, ou alors individuelles et les rendre collectives et les faciliter. Donc pour cela, elle est en lien avec tous les chargés de vie collective des différentes associations. Et donc il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, en se disant que le collectif n'est qu'une proposition et ne doit jamais être une injonction. Et du coup en se disant aussi, si le collectif n'est pas là, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Si en fait il n'y a pas de potager, c'est pas grave. Les gens, en fait, l'objectif, c'est que ça soit une alternative à la mise à abri, que ça soit pas de la mise à abri, qu'ils habitent leur logement. Et si, moi, par exemple, je fais pas forcément la fête des voisins, donc s'ils ont pas envie de faire un potager avec leurs voisins, c'est pas grave. Donc déjà, quand on se dit tous ça, ça se passe mieux. Et voilà, j'essaye de... Et après, alors, sur la question, en tout cas, du logement d'abord, il a été évoqué que même sur des sites où on retrouve des dispositifs d'hébergement, où on est sur du temporaire, en fait, les politiques logement d'abord ont complètement leur place, parce que les politiques logement d'abord, ce n'est pas que les projets labellisés logement d'abord, c'est quand même un état d'esprit, ou en tout cas... et nous, en tout cas, on a partager ça avec l'ensemble des associations en se disant ce site il nous le permet, si on le fait pas maintenant, pas dit qu'on aura l'occasion à nouveau, il nous le permet parce qu'il y a du logement individuel, parce que on peut avoir collectivement une approche de réduction des risques, donc on peut aussi se dire qu'ici le logement est distinct de l'accompagnement, parce que je rappelle, le gestionnaire en fait du site, c'est S Métropole Habitat. Et après, les associations sont gestionnaires de leur allée, mais il y a quand même vraiment une distinction entre le gestionnaire du site et l'accompagnement qui est assuré par les associations. Et se dire que collectivement, on souhaite que la personne soit au centre de l'action. Donc on va retrouver en gros les grands principes du logement d'abord, qu'on essaye collectivement de faire vivre et se dire, en fait, oui, même dans l'hébergement, ces principes-là peuvent vivre, peuvent être mis en place. Et sur un site comme ça, alors j'allais dire un gros site, pour nous c'est un gros site, mais il n'y a que 182 personnes, mais c'était quand même le pari de se dire, si les gens sont bien chez eux, en fait ce sera assez apaisé. Et on peut se dire, après quelques mois d'occupation, ah oui, j'ai pas du tout dit, on a signé en septembre 2021, l'occupation a été stabilisée, donc les 182 personnes étaient là en début d'année. Et donc, après quelques mois d'occupation, on peut constater que ce pari est plutôt réussi, c'est-à-dire que c'est plutôt apaisé comme occupation, presque trop, parce qu'il y a peu de gens dehors, donc ils doivent être bien chez eux. Mais on avait, alors ça n'a pas duré des mois, mais on a eu une première réunion publique à l'initiative de la ville de Villeurbanne avant qu'on soit nommé comme gestionnaire du site, qui a été... j'ai jamais les bons mots, où les gens étaient un peu sceptiques sur ce qui allait se passer, voilà, parce que vous pouvez le voir, en fait, ils ont vraiment leur balcon qui donne sur le site. Pendant plusieurs années, ils ont eu des personnes âgées, donc forcément, ils s'inquiétaient un peu. Et donc, en fait, c'est pas qu'ils étaient sceptiques, ils étaient plutôt véhéments. Et en fait, depuis, ça se passe vraiment très bien. Et je dis pas qu'il n'y a pas de quoi, qu'il n'y a pas, mais nous qui avons l'habitude de gérer des résidences de logement social classiques, pas plus, pas moins, quoi. Voire, on a du coup ici beaucoup de relais avec les associations présentes et les problèmes sont en tout cas identifiés et travaillés assez rapidement. Voilà. Sur la gouvernance, parce que je pense que ça c'est un sujet qui peut être intéressant à discuter. Nous, initialement, on était parti sur quelque chose d'assez classique, avec des petits pas de côté, mais un copil, un cotec, en se disant que dans le cotec, il fallait que les associations soient accompagnées d'habitants, mais en tout cas qu'elles proposent, pas qu'elles imposent, qu'il y avait l'idée de la chaise vide, donc qui que ce soit qui était intéressé par le projet pouvait assister à ces instances. Ce qui est aujourd'hui en réflexion, c'est plutôt une instance unique.
unique, donc habitants, professionnels, élus, voilà, une instance unique. C'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à la mettre en place, mais justement, notamment avec l'intervention de l'ORSPER qui va accompagner les habitants, et puis les habitants à se sentir légitimes, et puis les professionnels à arrêter d'utiliser des termes que seuls eux connaissent. Parce qu'en fait, c'est quand même là tout l'enjeu, faire des gouvernances partagées quand on a un dialogue, quand on a un vocable qui ne l'est pas, voilà, autant pas le faire. Donc voilà, donc vous comprenez qu'il y a encore un peu de travail, mais c'est ce à quoi on aspire. Et je pense qu'en plus, à partir du moment où on y aspire collectivement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et voilà. Et oui, et sur les activités, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps et que Martine me fait signe. Ah, elle prend juste son micro. Donc avant qu'elle active son micro, il y a plein de liens qui ont été faits avec les associations du quartier, avec la Maison du Citoyen. Enfin, il y a des choses qui ont été mises en place. Avec l'ASVEL, il y a aussi tout un volet activité qui a été développé. Alors pareil, en fait, on s'adapte, hein, on propose des choses pensant que ça répond à des besoins, puis en fait non. Puis il y a d'autres choses du coup qui naissent. Donc en tout cas, tous les habitants et habitantes du château ont un pass pour les matchs de l'ASVEL. On a accès à une super salle de sport et un spa dans la nouvelle résidence. Donc il y a des choses sympas comme ça qui, là, ont trouvé complètement écho auprès des habitants. Et dans la salle où on est, potentiellement une activité de restauration qui va être mise en place. Voilà. C'est en cours. Du coup, tu as fini ta présentation. 1/10, mais je vais m'arrêter là. Non, mais vous pourrez reprendre la parole. Monsieur le vice-président, j'ai l'impression que vous aviez envie d'intervenir. Non, je voulais juste... Oui, c'est bon. Non, je voulais juste appuyer sur la gouvernance actuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les habitants n'en font pas partie ou ne sont pas représentés. C'est probablement l'élément sur lequel on va avancer. Mais on a fait un comité de pilotage. On appelle ça comité de pilotage ? Élargi avec nous. On a fait d'autres sans vous. Hein. Ah, pardon. Ça, c'est toujours très agréable de venir au château. On enlève du podcast. Et ben dans celui où j'étais là, mais bon, probablement qui était... Non, mais je trouve que quand même c'est assez magique parce que quand même on pose la question qu'on ne trouve nulle part ailleurs pour le moment, qui est une forme de continuité de prise en charge quand même. Enfin, ça paraît, encore une fois, désuet, mais les débats qu'il y a eu, enfin les débats, même pas de débat, il y avait une forme d'alignement quand même. Et voir un alignement quand même, bon, des assos sans aucun doute, mais de la métropole et de l'État et de la commune, sur cette, c'est quand même, si on y arrive, c'est un vrai progrès quand même. Donc c'est aussi le point quand même qu'on a à relever. Enfin, il me semble que c'est important. Mais je savais pas que. Non, mais il y a eu d'autres fait, tout comités... était réglé avant. Et non, donc, non. Il y a eu d'autres comités de pilotage, heureusement, parce que on avait quelques petits trucs à régler avant de vous convier. Mais du coup, effectivement, on a eu récemment, le jour de la crémaillère, donc le 6 mai, un très riche comité de pilotage élargi, qui était le premier comité de pilotage élargi, où on a eu la chance de recevoir Renaud Père, mais également les élus de la ville de Villeurbanne et l'État. Et effectivement, moi je n'osais pas le dire comme ça, mais comment dire ? En tout cas, j'étais contente de faire le relevé de décision en disant, en étant fidèle à ce qui s'était dit, tout le monde se disait, en fait, collectivement, on va travailler à ce que, parce qu'on va y être très vite confronté à une fin de prise en charge. Et ça ne va pas être la même chose, qu'on se le dise, une fin de prise en charge à l'UDA de Forum ou à l'INEA. Donc, et en tout cas, on s'est dit ce jour-là qu'on allait, autour de la table, tous ces acteurs et ces institutions, essayer d'y travailler. Donc ça, déjà, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais en tout cas, déjà, d'y réfléchir, c'est déjà quelque chose. Et sur la question, en fait, j'y pensais surtout, on aura l'occasion de visiter, mais ce n'est pas ça le plus important, mais sur la question de hébergement, logement d'abord, je regarde si mes collègues sont là. En fait, je dis collectivement, on portait ses ambitions. En fait, un peu naïvement, j'ai découvert que en hébergement, on n'héberge pas. Même quand on a un logement à soi, en fait. Même quand on est au château, en hébergement, on n'héberge pas des gens. On n'a pas ce droit-là. Et c'est quand même assez
c'est pas anodin. Et donc, on a essayé de travailler collectivement à cela. Et donc, pour l'instant, on a trouvé, avant de changer, de bousculer complètement les règlements, parce qu'on va y arriver un moment, mais on s'est dit, comment on fait parce que pour se sentir chez soi, il faut quand même qu'on puisse accueillir des gens chez soi, même pour dîner tard, même l'ami qui finalement, en fait, c'est sympa qu'il dorme à la maison, voilà, il faut qu'on puisse héberger. Et donc, on avait, non sans difficulté, mais réussi à garder 4 logements vacants. Donc, avec la tension du territoire, vous imaginez bien qu'ils ont été très convoités, ces logements, mais on a réussi. Et donc, ces 4 logements vacants sont des logements d'amis. Alors, 4 pour 182 personnes, c'est pas énorme, mais quand même. Donc là, le premier est équipé. C'est pas aussi beau que l'hôtel, hein. Mais c'est des logements d'amis, donc c'est aussi de la récup, mais un peu différent, vous verrez. Et donc, ces logements d'amis vont être mis à disposition. Avec bien sûr un cadre sur 4-5 jours, pas plus, mais ça a permis... ce que je veux dire par là, cet exemple, ça montre comment on avance ensemble, en fait, parce que l'intervention du GIE n'a pas pour objectif de faire ingérence dans les projets associatifs. On n'est pas là pour dire ah non, mais votre règlement, ça ne va pas, à l'INEA, il faut changer, et puis à Coléa, il ne faut pas faire comme ça. C'est comment on profite d'être tous ensemble sur ce site pour avancer ensemble. Donc... il y a eu, quand il y a eu cette proposition des logements d'amis, en fait, ça a été très bien reçu. Et voilà, on avance comme ça, petit à petit. Oui. Lucas. Du coup, je veux rebondir. Excuse-moi, c'est bon. J'ai une question. Je voulais revenir sur la question de la gouvernance avec l'objectif d'une instance unique. Je suis très curieux de comprendre en quoi... c'est une question très ouverte et assez pure. En quoi il est plus pertinent d'avoir une instance unique que des instances d'ordre thématique ou qui seraient organisées en fonction des personnes qui veulent y participer. Parce que ça me fait penser, nous, comment on s'organise et on chemine aussi. Et puis après, il y a aussi la question de... Est-ce que la question dans l'habité... la question de la participation financière ou la question d'un loyer ou de quelque chose a été posée ou a fait l'objet de discussions et voire à confronter des cultures associatives différentes. Alors, sur la première question, sur l'instance unique. L'instance unique ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de... J'allais dire, mais de façon un peu ringarde, mais d'ordre du jour. Et du coup, selon l'ordre du jour, quand je dis instance unique, c'est que en fait, il faut que les associations puissent être représentées, les financeurs, tous les partenaires, les habitants aussi, et qu'on ne se retrouve pas non plus à des assemblées à 180. Mais selon la thématique portée, en tout cas, ce n'est pas, comme c'est à l'initiative du GIE, ce n'est pas au GIE de dire il faut que là, ça soit le directeur, là, ça soit la chef de service, là... que nous, ce qu'on veut, c'est que chaque personne soit représentée, que les habitants décident aussi de comment ils veulent être représentés. Et c'est en ça que je parlais d'instance unique, qui après pourra se décliner par des groupes de travail sur telle thématique. Enfin, je sais qu'il y a des thématiques qui ont émergé. À côté de ça, il y a d'autres instances, notamment... alors des instances, il y a des réunions de chargés de vie collective où il y a des choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, une instance décisionnaire qui soit unique. Voilà. Et où en tout cas l'ensemble des participants au projet puissent être présents, enfin l'ensemble, en tout cas représentés. Sur la question l'argent, mais c'était quoi exactement la question? Oui, le loyer ou autre forme de loyer. Quel est notre modèle économique? Pas forcément. Oui, c'est une question, mais que je me suis interdite de poser. Mais vous pouvez. Hein. Non, mais en revanche... dans nos différents dispositifs assez classiques que nous gérons, qui vont du CHU à l'intermédiation locative. Centre d'hébergement d'urgence. Centre d'hébergement d'urgence, pardon. Collectif ou alors diffus, etc. Eh bien, est toujours posée, est toujours interrogée la question de la capacité des personnes qui y sont prises en charge à participer financièrement à l'hébergement. Et après, sous des organisations contractuelles différentes en fonction de la nature du dispositif. Alors, du coup, ça relève plutôt de la responsabilité des associations, c'est-à-dire que
Alors la halte des femmes, ça s'apparente à un CHRS, mais c'est pas complètement un CHRS. Bon, ça me dépasse un peu, mais voilà. Et le reste, c'est un CHU. Enfin, en fait, nous, S Métropole Habitat a contractualisé avec la ville de Villeurbanne, et après, une fois qu'on a signé l'AOT, on contractualise avec les associations sur 3 allées, 2 allées. Il n'y a que l'allée d'Acolea où c'est particulier. Là, on contractualise logement par logement avec Acolea, et là, on est exactement sur le même système que les baux glissants dans le cadre du logement d'abord. Donc là, il s'agit de loyers qui sont plafonnés, le plafond CAF. Donc eux, ils payent en fait une indemnité d'occupation, mais qui est équivalent à un loyer. Et d'ailleurs, à Acolea, c'est vraiment spécifique parce que donc les occupants, en tout cas nous, on signe avec Acolea une convention d'occupation précaire. Après, Acolea signe un contrat, voilà. Et nous, on signe une convention tripartite qui réunit l'occupant, Acolea et le bailleur, EMH. Et c'est mes collègues chargés de mobilité résidentielle qui signent avec les occupants cette convention tripartite. C'est un peu lourd, là, comme je vous explique, mais c'est assez intéressant, enfin, je pense. Parce qu'en fait, mes collègues chargés de mobilité résidentielle vont leur dire, en gros, voilà le champ des possibles. Vous pouvez rester ici, en tout cas au moins jusqu'à 2025. Je dis au moins parce que si je ne l'ai pas encore dit, on espère que ça soit au-delà. Donc au moins jusqu'à 2025. Et dans ce cas-là, si à un moment vous sortez, entre guillemets, du dispositif Logis-Jeunes, EMH signera directement avec vous. C'est comme un bail glissant, mais avec une convention d'occupation précaire. Donc ça n'existe pas, je ne sais pas quel est le terme, c'est une convention glissante. Et si vous ne souhaitez pas rester au château, on ne sera pas vexé, on peut vous aider à trouver un autre logement dans le parc pérenne. Et donc là, c'est pour ça que mes collègues chargés de mobilité résidentielle qui sont au GIE sont très bien placés pour donner à voir la réalité du marché locatif social. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Okay. Peut-être, pour ne pas rentrer dans du trop technique, parce que vous connaissez bien tout ça, je ne suis pas sûr que tout le monde en soit là, revenir peut-être aussi sur l'urbanisme transitoire, en quoi ça change les pratiques, en quoi ça contribue à l'hospitalité. C'est quoi le plus de l'urbanisme temporaire? C'est récent, cette pratique sur l'agglomération, en tout cas. Voilà, on s'est dit, tiens, on va mobiliser des biens qui étaient vacants. Et tout à coup, c'est pas non plus la recette magique, je pense. Mais donc, voilà. Comment vous voyez ça? Quel est l'enjeu pour les politiques d'hospitalité? Qu'est-ce que ça décloisonne ou inversement? Voilà. Pas facile, hein? Si vous avez des questions, la n'hésitez parole, pas. Non, mais après, moi j'ai la sensation que ces interstices-là, ils sont que c'est plus évident que ce soit pour les politiques ou pour les porteurs de foncier de se dire on va tenter le coup parce que c'est un temps. On va tenter le coup. Que typiquement le château, mais peut-être que je me trompe, hein, mais que du coup typiquement le château, on sait que pour l'instant c'est sur une période définie et que du coup c'est plus facile pour tout le monde en fait de tester, et même pour les assos, même pour nous, on se dit on teste des choses et du coup si ça marche pas on reviendra en arrière, puis de toute façon il y a une date de fin. En tout cas moi c'est la sensation que j'ai, et que du coup par exemple, collectivement, notre travail, c'est de montrer que ce qu'on porte ici, en fait, on peut aussi le porter dans le pérenne. Et qu'une fois qu'on aura investi les interstices, je fais signe comme ça, mais on pourra peut-être aussi le penser sur du pérenne. Voilà, mais... Donc, chronopère. Non, mais moi, l'urbanisme transitoire, d'une certaine manière... Oui, c'est plus simple parce que c'est transitoire et temporaire. Mais enfin, pendant très longtemps, c'est ce qui a été opposé à ça. C'est-à-dire en disant, on n'est jamais garanti qu'il y aura une fin. Je rappelle quand même que ça a été quand même, pour le coup, le choix d'une partie du dernier mandat métropolitain.
justement le grand progrès, et on peut le dire, enfin voilà, on peut utiliser, on peut donner les noms, mais sous la présidence de David Kimmelfeld, ça a été quand même de dire on peut y aller, parce qu'on n'a plus ce tabou de la fin. Il faut quand même le rappeler. Là où on progresse, et j'ai envie de dire heureusement qu'on le fait, parce que je pense qu'il y a un spectre là-dessus, c'est que nous, la nouvelle majorité, bon, peu importe, mais en tout cas, on avance sur un référentiel. Pourquoi c'est si important? D'abord parce qu'on ne va pas se poser les questions à chaque opération et qu'on veut passer à une nouvelle étape. Mais il y a autre chose. C'est qu'on sait très bien que sur d'autres territoires, c'est extrêmement lucratif, l'urbanisme transitoire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très, très à la mode et qu'on voit des acteurs, quand même, des acteurs privés s'en emparer et mener une activité qui est sans doute importante, hein, je suis pas mais qui ne se fait pas au nom de la politique publique. Or, nous, là, ce qu'on est en train de faire, là aussi, sans trop le dire, mais en fixant un référentiel et en se disant finalement, bon, le référentiel, si je vais assez vite, hein, mixité d'usage autour de 3 types d'usages, de l'économique, du culturel et de l'hébergement, quand même. Voilà. Dans tout, avec toutes les remarques qu'on a pu faire sur les 2 sites présentés. Donc, c'est qu'on est en train de dire, d'abord, sur notre propre foncier, enfin métropolitain, on a la main. C'est déjà quand même essentiel. Mais c'est plus que ça qui est en train de se passer. Enfin, je reste très prudent. C'est qu'on commence à voir certains fonciers privés dans lesquels on met en place quand même de l'hébergement. Je cite un lieu, mais le squat, le dur à cuire à Caluire, c'est une vraie avancée quand même, parce qu'on a vu du foncier privé venir d'ailleurs voir la métropole. C'est pas fait aussi facilement que ce que je dis là, mais néanmoins dire on est prêt à conventionner. Et pourquoi? Enfin, c'est essentiel. Alors après, il y a quand même un élément, c'est que on joue donc avec le feu du foncier d'une certaine manière, qui est bon. Comment on essaye d'aller encore plus loin à l'étape suivante et de retourner cela pour que ce soit aussi une manière de le financer. Si je schématise quand même très clairement, le site 22D, allez, je prends celui-là, ou le château même, on se dit pendant un temps, le plus long possible, j'ai bien entendu, ça reste dédié évidemment à un lieu d'hospitalité. Puis un jour, il y aura un autre projet. Pendant, forcément, la proximité avec les voisins, l'acceptabilité, si je veux prendre des termes, en tout cas, la relation avec le territoire environnant, crée de la valeur. Enfin, je veux dire, faire une opération, selon la forme de l'opération, dans 10 ans, pour pas avoir de conflit avec ma voisine, forcément, la valeur du foncier, encore une fois, dans 10 ans, ne sera pas la même qu'aujourd'hui, du fait même de l'occupation temporaire, enfin, du fait même de l'urbanisme transitoire ou des activités qu'on aura déployées. Et ça, si ce n'est pas la collectivité qui a mis en place, qui en retire quelque chose, je ne suis pas en train d'appeler à la spéculation sur le foncier, ce n'est pas ça, mais c'est qu'on puisse se dire finalement, non seulement on va dans du systématique sur le temporaire, mais ça rapporte de la valeur qui nous permet de financer plus d'opérations d'urbanisme transitoire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ah, et encore une fois, on joue avec le feu. Ce n'est pas l'idée de dire on est dans l'attente et ça nous permet de faire prendre de la valeur. Non, c'est pas ça. Il faut arriver... Non, mais... Je commence à maîtriser le regard ou le sourcil qui se lève de ma voisine. Mais donc... non, mais il faut arriver quand même à ce qu'il y ait une forme de valeur créée par cela et que ça puisse permettre à la collectivité d'agir plus longtemps. Enfin, encore une fois, il faut trouver des ressources pour agir de manière encore plus systématique. Non, mais si je peux me permettre, mais tu peux laisser la parole un petit peu. Oui, un petit droit de réponse, mais un peu court. Non, mais donc je commençais en disant si je peux me permettre. Effectivement, mais c'est là où c'est intéressant quand l'intercalaire devient en partie, je dis pas tout entièrement, mais en tout cas en partie aussi de la préfiguration, que après cette phase d'occupation temporaire, il y a quand même certaines choses qui se maintiennent. Et par exemple, l'autre soi est un bon exemple.
Et j'avais le sourcil relevé sur le risque de la gentrification utilisée d'un seul coup. Comment ? Ben, moi, je considère que c'est un risque, mais... Alors, ouais, oui. Alors attention, attendez, parce qu'on ne peut pas parler sans micro. Mais vas-y, finis. Et puis en tout cas, certains risques qu'on va retrouver dans le phénomène de gentrification. Il n'y a pas que des risques, mais effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est quand aussi l'occupation temporaire préfigure. Et puis parce que, comme si on prend l'exemple des grandes voisines, vous répondez à des besoins, et quand vous allez partir, ces besoins, ils seront toujours existants. Comment on en fait ? C'est en ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que je disais on rentre dans les interstices, et après, ça ne veut pas dire on se maintient coûte que coûte, mais... Ok. Vous voulez dire un mot sur cette question ? Je ne sais pas, Aurélia, Charlotte ou Lucas ? Allez, Aurélia. Je vais juste rebondir sur la préfiguration, effectivement. Alors l'autre soir est un exemple même complètement... Enfin, c'est un modèle quoi, sur ça, de pouvoir travailler sur toute la préfiguration du quartier. Après, c'est vrai que nous, on travaille à la fois sur des... Alors, on parlait des grandes voisines, peut-être je reste sur les grandes voisines, où là, on se dit qu'on va pas... On est dans des territoires où on va pas tellement... Enfin, c'est plutôt on amène certaines personnes, certains types de catégories de personnes dans un territoire qui est plutôt aisé. C'est des choses qu'on a fait aussi à Paris, et donc on dit finalement vous aidez à gentrifier, mais non, en fait on ramène un peu de mixité dans des endroits où il y en a moins et plus, et on redonne un peu de visibilité aussi au travail social. Enfin, en tout cas nous c'est ce qui nous anime, et quand sur des projets on peut faire bouger les choses. Notamment, il y a eu le cas des grands voisins où ça c'était pas prévu du tout, mais du coup on a vu que ça pouvait permettre ensuite d'avoir un CHU dans le futur projet, ou une pension qui n'était pas du tout prévue. On se dit qu'on peut faire bouger ces lignes-là avec le temporaire. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur les... Qu'est-ce que je voulais dire ? Sur comment aussi on peut mobiliser le foncier privé pour le remettre au service de l'utilité publique. Et donc du coup c'est aussi des choses sur lesquelles on trouve que c'est intéressant de travailler en se disant ok, comment sur cet interstice là on arrive à le remettre pour l'utilité publique, à la fois sur de l'hébergement ou de l'activité quoi. Voilà les deux possibilités qu'offre aussi le transitoire, et aussi juste aussi d'expérimenter, et ça mine de rien, de savoir qu'en ville on peut ne pas avoir tout prévu et juste laisser un peu de place aux gens et à ce qu'ils aimeraient tester, c'est chouette. Voilà. Lucas. Oui, je voulais c'est bon. compléter du coup sur la question de la gentrification, mais on s'en fout de la gentrification, mais en tout cas je suis assez d'accord, et je rebondis aussi sur ce que vous disiez en termes de référentiel. Et ça me fait juste aussi dire qu'aujourd'hui, on essaie de financer, et on va les trouver, les queues de budget, une mesure d'impact. Je veux dire par là que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui s'inscrire dans des projets de cette nature-là sur du temps long, parce que finalement, c'est quand même assez inédit. On est sur 3 ans, 4 ans, voire renouvelables, en tout cas avec des options de renouvellement, sans s'intéresser à l'après. Et voir quelles traces... du coup, ces terrains d'expérimentation et qui visent à mettre en place des modèles d'habiter, d'hospitalité qui peuvent être ensuite répliqués, permettent, une fois qu'ils vont du coup être répliqués ailleurs, ceux qui se ferment, permettent de maintenir du coup cette question de la mixité et avec les valeurs qui y auront été portées et inscrites. C'est comme ça que je me présente. Mais après... oui, forcément. Je voulais aussi rebondir. Il y a un mot qui me vient à l'esprit depuis tout à l'heure, c'est la question du pragmatisme économique. C'est-à-dire que très clairement, en tout cas, et c'est à chaque fois sur cet enjeu-là que nous, en tant qu'opérateurs associatifs, on a été chercher, c'est que les propriétaires fonciers, qu'ils soient publics ou privés, sont venus vers nous en nous disant aujourd'hui, on a fait les calculs, à la fin, en fait, maintenir fermé ce lieu-là, c'est un coût financier énorme en termes de non-occupation, risque de squat, dégradation du bâti, etc. Alors que le maintenir en vie, en y trouvant du coup des réponses positives et sociales qui font partie de nos valeurs, eh bien, tout le monde est gagnant. Maintenant, c'est effectivement comment on arrive à développer une pensée autour de ça et voir à construire la suite. Ouais. Moi, j'avais encore une question. J'ai le temps, je crois.
c'est plus moi qui suis mettre du temps. Je me disais, est-ce que c'est aussi l'occasion, ces occupations temporaires, bon, parce que vous parlez de la gouvernance au château. Je ne sais pas très bien comment elle fonctionne aux Grandes Voisines. On n'en a pas parlé, mais en tout cas au château, je vois bien, parce qu'effectivement, on a ces fameux copiles élargis et autres. En tout cas, ça me donne l'impression qu'il y a quand même aussi des frottements à plein d'endroits où on n'a pas tout à fait tous les mêmes enjeux quand même, pour être un peu moins positive, entre les associations, parfois l'État, parfois la métropole maintenant, en tout cas avec ses compétences département. Hein. Moi, j'ai une superbe expérience, les Grandes Voisines, sur une convention tripartite très laborieuse quand même. Mais c'est pas grave, il faut passer par des moments de frottement pour avancer. Donc, en tout cas, c'est bien ces lieux qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'il y a un enjeu... Enfin, comment vous le voyez, sur ce truc de... On a des approches très en silo, tous autant qu'on est, et là, dans un lieu comme ici, ça tangue un peu plus. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que ça peut effectivement produire des choses un peu nouvelles, surtout pour les usagers, hein, parce que enfin, nous, on a notre thématique, les enfants qui ont plus de 3 ans, hop, il faudrait qu'ils ripent. C'est quand même un truc un peu spécial. Enfin, voilà. Et du coup, les formes d'hébergement dans l'urbanisme transitoire évoluent. On est moins sur du collectif, on se rapproche plus du logement d'abord. Je trouve qu'il y a une espèce de mouvement. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, les uns les autres. Enfin, il y a peut-être rien à dire. Une chose, le partenariat imposé nous a, là je parle, Charlotte et Aurélia en mon nom, nous a amené en tout cas à nous efforcer de travailler, enfin de sortir de nos logiques en silo, ne serait-ce qu'en interne, et d'adapter nos cultures associatives. Et de toute façon, nous n'avions pas, et nous on n'a toujours pas d'autre choix que de nous entendre. Et de trouver, d'être en permanence dans du consensus. Et le consensus, pour moi, est une finalité extrêmement positive. Mais oui, déjà, ne serait-ce que travailler ensemble en tant qu'association, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui nous bouscule énormément dans nos capacités à décider, dans nos acceptations je dirais de prise, de temps de prise de décision différentes, de faire preuve de bienveillance. Voilà. Et ça, c'est un exercice, en tout cas, que l'occupation de ce lieu-là nous a permis de vivre, quoi. Et pour aller un petit peu, enfin pour continuer dans ce sens-là, en fait, en effet, ça frotte, ça a frotté, ça continuera à frotter. Et en ce moment aussi, c'est le cas sur le site où il y a des manières de voir les choses qui viennent se discuter. C'est plutôt de la mise en travail des grandes questions du social. Tu parlais dans l'hébergement. Du fait de ne pas pouvoir recevoir par exemple les personnes. Donc à un moment donné, c'est des choses qui ont frotté dans les services, qu'on est venu questionner en interassociatif. Et pareil, on a décidé de mettre en place des appartements de visite. Et donc généralement, ce qui est bien, c'est que ça permet ces moments de frottement, c'est là où l'expérimentation elle peut se créer. C'est parce qu'il y a de la discussion, c'est parce qu'il y a de la mise en travail qu'on peut créer. Donc là, c'est un exemple sur les appartements de visite, mais ça va sur... comment on laisse du temps aux travailleurs sociaux pour s'investir dans le lieu, dans la gouvernance, comment on réfléchit qui peut décider de quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en discussion aussi, d'essayer que dans les instances, il y a aussi les personnes qui sont compétentes, mais peu importe le statut, mais qui sont les plus compétentes sur les questions qu'on va traiter. Et ça, c'est des choses qu'on a mis en travail et qui... on n'a rien réglé, mais en tout cas, à chaque frottement, il y a de l'innovation. Mais du coup, moi, je l'évoquais sur les discussions qu'il y avait pu avoir sur les publics sont pas propriété d'une association. Et en ça, au-delà des pratiques, on a rencontré les mêmes choses, donc je pense que je répéterai sur la question de règlement, les différences. Mais c'est plutôt comment petit à petit, et du coup, ce sera pas tout au niveau, c'est au niveau des associations, mais surtout au niveau des financeurs. Comment, en fait, justement, quand l'enfant a plus de 29 jours,
pourquoi on va lui demander de changer d'appartement sur le même site, quoi. En gros, en fait, c'est aberrant. Donc comment, là, à cette échelle, on se rend compte que c'est aberrant. Et du coup, comment, à cette échelle, on peut se permettre de faire autrement. Voilà. Mais... Oui, en substance, c'est comme ça que ça se règle aussi aux grandes voisines, entre les publics dits État et les publics dits métropole. Peut-être sur la question du service rendu sur l'extérieur, en fait, Charlotte, tu l'as dit, mais c'est intéressant de le redire, en fait, la perception du territoire, des habitants du territoire aujourd'hui, c'est que ça tombe sous le sens. Il n'y a pas vraiment de sujet en dehors, effectivement, des frictions sur les voisins, mais vraiment ceux qui ont effectivement là-bas aussi leur balcon sur le lieu et qui parfois sont gênés ou dérangés. Mais en dehors de ça, ça n'a jamais été remis en question par les habitants à proprement parler. Et que c'est pas le phénomène de l'occupation de ce site de manière intercalaire n'est pas remis en question, n'est pas questionné, n'est pas interrogé. Tu nuances. Je ne sais pas si je nuance. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore non plus reçu, parce qu'on ne pouvait pas. Enfin, encore une fois, on est en train de consolider en interne, parce que voilà, c'est quand même un village. Enfin, moi, je le considère vraiment comme un village, quoi. Donc, 700 personnes qui déboulent d'un coup, c'est hyper chouette. Mais voilà, ça se construit et il faut aussi prendre ce temps-là. En revanche, là où je vais plus dans je vais aussi dans ton sens, c'est qu'en revanche, tous les gens qui découvrent le site sont ravis, s'y attendaient pas, voilà. Et on sait qu'on avait dit que c'était avril, le mois de la com. On n'a pas communiqué autant en fait qu'on voudrait, je pense, auprès des habitants. Et il y a ce vrai besoin-là de convier, de faire venir, d'expliquer, parce qu'aujourd'hui il y a eu une communication effectivement. Les gens pensent qu'il n'y a que le centre d'hébergement d'urgence, ce qui est le plus important, et il n'empêche qu'il y a plein d'autres choses. Et donc, du coup, les personnes commencent à rentrer parce qu'ils viennent voir des porteurs de projets, parce que pour plein d'autres raisons, et ils découvrent le site et tout le projet. Donc, on en est vraiment là. Et c'est vrai que ceux qui rentrent sont à la fois très surpris, je dirais, et trouve que le site est super apaisé, et donc ça, clairement. Mais on a encore besoin déjà de montrer ce qu'on est en train de faire et de faire venir. Donc on en est à ce stade-là, moi je dirais, de voir ensuite comment... Tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais peut-être que vous avez quelques remarques ou questions, non ? Ou c'est clair, limpide. Enfin, vous découvrez aussi, ça se peut. Sabine. Moi, j'avais une question sur la question de la mixité des publics, puisque là, c'est vrai que sur ce site, la Château-Gaillard, il y a des publics divers, de différentes associations. Comment se passe la vie en commun ? Est-ce qu'il y a des temps de rencontres, de mélanges voilà, comment, sur ce site-là, se passe le vivre ensemble, entre guillemets, sachant qu'ils ont des logements individuels, mais... Est-ce que ça change des choses auprès de ces publics, le fait d'avoir une mixité mise en avant et... Alors, ils sont tous partis, mais... je ne sais pas s'il y a, par exemple, une plus grande mixité au sein même d'une allée de forum ou si on mixe forum et alinéa. Enfin, cette mixité, tout dépend si on parle de la mixité de genre, effectivement, à l'alinéa, il y a quand même un point commun, c'est qu'elles vont accoucher ou elles ont accouché. Mais même entre femmes qui viennent d'accoucher, voilà. Donc cette mixité, elle est même à l'échelle d'une allée, quoi. La rencontre, je pense qu'elle s'est pas encore faite entre les habitants et les habitantes. Je disais tout à l'heure, c'est même un peu trop apaisé. Nous, à notre place au GIE, quand on est arrivé sur le site, on se dit c'est extérieur, on imagine forcément plein de vie quand on arrive. Les voisins nous disent non, mais il faut que ce soit calme. Alors je devrais être contente, hein, c'est calme. Mais en fait, je suis un peu. On s'attendait à ce que ça soit plus investi. Alors, on a mis des caravanes, des transats. Bon, il y en a un peu moins qu'il y a un mois, mais voilà. Mais je pense que c'est un peu tôt. Je pense qu'en fait. Mais je disais ça en rigolant, mais c'est quand même pas une blague. Je pense que les gens, ils sont contents d'avoir leur logement, d'être tranquilles, de fermer leurs portes et qu'on les oblige pas
faire une activité avec le voisin. Donc il y a des points de rencontre, hein, enfin des points de rencontre. Il y a par exemple une activité danse qui réunit justement, alors pas un volume très important d'habitantes et d'habitants, d'ailleurs c'est que des habitantes, mais du coup de manière complètement, enfin des personnes d'Alinéa et des personnes de Forum. Après par exemple, pour Acoléa c'est encore différent, parce que c'est un public jeune. À Acoléa, il n'y a pas de travailleurs sociaux sur place, c'est vraiment du logement d'abord. Donc, c'est comme les logements diffus, quoi. Mais peut-être que Sarah Jeannin, qui est là-bas, pourra en parler davantage. Mais il y a eu un temps fort qui a été la crémaillère, où là, vraiment, les gens se sont rencontrés. Et du coup, la préparation de la crémaillère, où il y a eu des ateliers cuisine. Et du coup, là, voilà, il y avait des personnes, enfin, encore des femmes, en fait, d'Alinéa et de Forum. Mais sinon, non, pour l'instant, je pense que finalement, c'est un peu tôt. Et c'est pour ça que je vous disais, on se prépare aussi à ce que peut-être que ça se fasse pas et que c'est pas grave. Merci. Juste pour, c'est marrant parce que nous c'était les mêmes constats qu'on faisait dans les premiers mois, de dire mais le site est étrangement calme, on dirait qu'il n'y a pas du tout 700 personnes sur cet endroit. Bon, et finalement maintenant ça commence à se réveiller, on commence à regretter cette période un petit peu dorée, mais ça risque de se réveiller ici aussi, je pense. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 186 enfants sur le site. Je crois qu'on ne l'a pas dit. En fait, depuis le début, on dit qu'il y a 475 personnes plein de fois. Mais sur ces 474, il y a 186 enfants. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit... Il y a beaucoup d'espaces extérieurs. Et là, c'est maintenant qu'ils s'en emparent, vraiment, je dirais. Pour le coup, pas le premier été. Enfin, du coup, mais on a ressenti ce besoin d'habiter, en effet, et pour des personnes qui, avant, étaient hébergées sur du collectif, même à partager des chambres. Et là, tout d'un coup, d'avoir un espace juste à soi, le temps de l'investir, en fait, ça a bien duré, 6 à 8 mois, finalement, avant que la sociabilité se déporte plutôt vers l'extérieur. Je ne dis pas que c'est obligatoire et systématique. En tout cas, nous, on l'a constaté dans la première année, là. Et moi, je rajouterais juste quand même, parce qu'on parle logement individuel, mais en tout cas, un des retours, et particulièrement de Forum Réfugiés Cosy, parce qu'ils ont moins l'habitude qu'il y ait une personne par logement. Et donc, en tout cas, je pense ne pas trahir leur retour, mais ils disaient les intervenants sociaux se retrouvent à travailler très rapidement sur des questions de fond et plus du tout sur la gestion du partage de la cuisine, de la salle de bain, ce qui prend quand même pas mal de temps, je pense, pour les travailleurs sociaux. Et donc, ils étaient, et les habitants Forum, on va dire, étaient satisfaits, mais aussi, en fait, les intervenants sociaux se disaient, en fait, on peut bosser sur plein d'autres choses et plus sur comment on partage le frigo avec le voisin, quoi. Et c'est pas rien, je crois. Très bien. On va conclure. Peut-être juste, Corinne, tu voulais dire un mot sur l'évaluation en cours. Et puis après, ce que je propose, c'est que tu nous fasses la visite. Hein, enfin, sauf s'il y a d'autres. Oui, je voulais juste dire 2 mots parce que ça a été esquissé, les impacts, etc. Pour dire donc moi je travaille à la métropole de Lyon sur des missions d'évaluation des politiques publiques et on a construit un outil pour cartographier les impacts de nos projets d'occupation temporaire, des impacts à la fois sur les publics, sur la politique publique, parce que c'est la contribution valeur politique publique, c'est ça qu'on recherche, mais aussi sur l'inscription dans les territoires. Donc ça, on le fait sur notre patrimoine à nous. On a proposé justement à Méline et à ce projet de se rejoindre à la démarche, parce que peut-être entre différents propriétaires, différentes approches, ça peut être intéressant de comparer un certain nombre de choses. Et donc il y a Colline Féaugier qui est là derrière, qui fait ce travail-là en ce moment. Et puis on réfléchit aussi pour l'année prochaine de voir si on peut voir un petit peu de manière plus sociologique les effets sur les parcours. Parce que ça, on l'a fait sur les publics accueillis sur l'autre soi. Donc avec un travail de sociologue pour vraiment essayer de comprendre un peu plus finement ce que ça se joue dans les accompagnements. Donc c'est des choses qu'on va vous présenter, vous proposer plutôt prochainement. Et donc voilà, donc on n'a pas encore pris attache, mais si ça vous intéresse, on pourra rééchanger là-dessus par la suite. Juste, on me signale qu'il y a une autre question, rapide, avant la visite. Peut-être ça fait le lien avec la visite. Moi, j'avais une question qui faisait écho à celle sur les publics,
par rapport justement aux bâtis et au fait que ce ne sont pas des bâtis qui sont conçus à la base pour le projet, que vous avez conçu le projet à partir de ce que vous aviez. Enfin, vous n'en avez pas forcément parlé précisément, mais comment ça a pu apporter des choses par rapport à la configuration des lieux précisément, et comment ça peut avoir des contraintes, je sais pas, d'accueillir des nourrissons avec du simple vitrage, par exemple, c'était mon sujet. Mais voilà, mais surtout peut-être vous faire parler sur ce que ça a pu apporter au-delà de la contrainte. Quelques mots. Ok. La contrainte principale, c'est qu'on n'est que sur du T1, donc on a on a réuni 2 T1 pour faire une sorte de T3, mais franchement c'est pas hyper qualitatif, donc on l'a fait vraiment de manière exceptionnelle. Donc ça c'est la contrainte principale en fait du bâtiment. Le simple vitrage, j'avais pas. Du coup c'est pas une énorme contrainte en fait, nourrisson ou pas. Après c'est pas super bien isolé, donc. Mais ça vient pas que du vitrage. Mais bon, bref, peu importe. Je l'avais pas noté comme un point vraiment important, mais effectivement, peut-être. Mais oui, la contrainte principale du bâtiment, ça va être la typologie unique du site. Et après, on a récupéré un site qui était occupé au mois de mai, en se disant, il était occupé jusqu'au mois de mai, on va le récupérer en septembre. Tout va bien. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Et donc, effectivement, c'est un site vieillissant et on le raccommode petit à petit. Donc, il y a des contraintes qui viennent de ça, comme on a dû arrêter les ascenseurs. Ça, c'est beaucoup plus contraignant que le simple vitrage, pour le coup. Non, mais on va les réactiver. Je fais une petite parenthèse. Émilie travaille sur l'éco-rénovation. C'est pas du simple vitrage, c'est du double vitrage. Ah. Voilà. Parce que voilà, aussi, c'est quand même une thématique, nous, qui revient souvent, y compris sur notre bâti, où on nous dit aujourd'hui, quand on veut faire du temporaire, oui, mais diagnostic de performance énergétique, etc. Et donc, c'est pas si simple que ça. Alors que dans l'hébergement, des fois, vous en affranchissez beaucoup plus. Nous, on a été très contents de récupérer un ancien hôpital, parce qu'on part de très très loin et que parfois on n'est pas tout à fait très fiers des lieux dans lesquels on fait de la mise à l'abri. Et donc, effectivement, les contraintes qui peuvent être énoncées, on les connaît, mais elles sont très éloignées des contraintes qu'on avait pu connaître avant. Donc, du solide, du sain, du salubre, ça, c'était assez chouette de ne pas avoir justement à nous en préoccuper en arrivant. Mais la contrainte, c'est que du coup, il faut trouver les personnes et les typologies de familles qui sont en besoin d'une orientation et qui pourraient répondre à notre offre. Sur ce, je crois que je vais clore les échanges, sauf si vraiment on a brimé quelqu'un. Et Méline, tu nous guides alors ? C'était ça, hein ?